Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Il avait félicité le travail des professeurs d'éducation sportive et physique dans les établissements scolaires suite aux bons résultats de l'ensemble des équipes hexagonales de sport collectif, basket, volley, handball. Écrivant dans un tweet ridicule, je cite, « Le succès de nos équipes françaises illustre la qualité de l'enseignement de ces sports à l'école. Vive le sport collectif, vive le PS !» Fermez le banc. Quelques âmes chagrines avaient bien alors fait remarquer que ces sports dits collectifs s'apprenaient et se pratiquaient surtout en club, tant le nombre de structures, gymnases et terrains extérieurs en école primaire, lycée et collège et les heures dédiées à cet enseignement ne permettaient pas qu'il le soit réellement pendant le temps scolaire. Cette semaine rebelote, cette fois c'est Jupiter lui-même qui, profitant d'une cérémonie élyséenne de décoration aux médaillés français des Jeux Olympiques et Paralympiques, asséna avec sa morgue et sa suffisance habituelle, ton professoral et regard droit devant que, je cite, le bilan n'était pas tout à fait celui que nous attendions et fixant le futur chiffre de médailles au prochain JO de Paris 2024 à 90 médailles, négligeant sans doute un oubli de se prononcer sur la couleur de celle-ci. Au-delà du côté surréaliste de voir un président de la République disserter ainsi sur le nombre de breloques qui feraient une nation heureuse, pas de choses plus importantes à faire sans doute en ce moment, et cela lors d'une cérémonie censée féliciter les athlètes rentrés médaillés de Tokyo, cette énième saillie à l'emporte-pièce, souvenons-nous de ses déclarations sur la France, pays râleur qui déteste les réformes, ou le quasi iconique « Moi je traverse la rue et je vous trouve un boulot » balancé à un chômeur se plaignant de sa situation. Cette énième saillie, disais-je, vient surtout nous rappeler qu'en matière de sport comme dans tout le reste, la philosophie de la Startup Nation reste imperturbablement ancrée aux lois du marché et à l'orthodoxie capitaliste. Il n'y a pas eu assez de médailles face à l'investissement réalisé. Concentrons-nous maintenant sur les profils et les disciplines hauts et en potentiel, a-t-il ainsi déclaré le même jour au même endroit. Pour un peu, il nous ressortait sa plainte contre le pognon de dingue investi à tort et à travers. Un peu cavalier quand même quand on se souvient que le budget alloué au ministère des Sports a tellement baissé pendant les 3 premières années du quinquennat Macron qu'il a conduit le mouvement sportif à lancer une pétition en 2018, le sport compte, pour alerter de la situation. Et dire que certains journalistes sportifs avaient pu parler de mental défaillant pour expliquer certaines déconvenues de nos athlètes à Tokyo. L'épisode élyséen de lundi a montré au contraire que face à l'adversité, à la bêtise et à l'injonction paradoxale, ils avaient suffisamment de maîtrise, nos athlètes, pour subir stoïquement cette rhétorique inepte sans péter les plombs. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé ce soir par Paul Benaïm. Ce soir, on parle de la 13e édition de Passe ton bac d'abord, qui se déroulera les 24, 25 et 26 septembre prochains. On en parle avec Michel Brun, le patron de l'ensemble baroque de Toulouse et programmateur de cette manifestation. Et puis, on découvrira l'univers de Bellefour, groupe à tendance pop venant de Clermont-Ferrand. Je viens
de voir leur camion garé dans le parking de la radio et qui joue demain 18 septembre à 17h dans le cadre du festival Détour de Chant. Ça se passera à la médiathèque José Cabanis. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Julien Ribot, artiste visuel mais aussi musicien niçois, fut repéré par Philippe Catherine en 1999 alors qu'il préparait une compilation Allô la France, regroupant de jeunes artistes hexagonaux à destination du Japon. Depuis, Julien Ribot alterne projets graphiques, réalisation de films expérimentaux et sortie d'albums. Le prochain sortira le 29 octobre prochain. En voici tout de suite le premier single, Julien Ribot, Do You Feel Nine, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Is making ploys with 15 toys. This is my home. This is my home.
Effervescence sur les scènes toulousaines, c'est le printemps, 6 mois après. Tout ce qui avait été annulé en début d'année pour cause de confinement et d'activités non essentielles revient se chercher une place au soleil. Du coup, ça sent bon et ça se bouscule au portillon. Septembre-octobre, c'est pas moins d'une dizaine de festivals qui s'ouvrent en ville. Aux côtés des habituels festivals de la photo, Manifesto, qui commence ce soir, et de l'art contemporain avec le printemps de septembre qui débute aussi ce soir. Le festival de guitare d'Aucanville continue sa programmation d'ordinairement proposée en mars avec le concert du duo Théo Kaiser et Yannick Jacquet demain à 20h30 à la mairie de Fenouillet, tandis que le lendemain, dimanche, on pourra assister à un ciné-concert à 15h30 à la salle de cinéma Jean Marais à Aucanville. Des tours de chant de son côté je recommence. Des tours de chant de son côté, le festival dédié à la chanson vient d'entamer la sienne de programmation décalée, tandis que l'électro-alternative fermera ses portes demain avec une soirée au bikini. Au programme DJ Marcel, Kid Smile et Narenja. Et puis, on attend de manière plus traditionnelle l'ouverture de Toulouse Les Orgues du 5 au 17 octobre, de Jazz sur son 31 du 6 au 17, de Cinespania du 1er au 10 octobre, d'origine contrôlée les 5 et 10 octobre, et puis à partir de novembre ça pourrait se calmer, mais pas sûr. Et puis bien sûr il ne faut pas oublier le Fifi Grotte, le festival du film grolandais du 20 au 26 septembre au port Viguerie, le festival Méditerranéo à Portet-sur-Garonne demain et dimanche, l'alternative tout couleur montée par l'inusable équipe de l'association Del Arte au Métronome ce soir avec le groupe féminin Au Sister, le duo Irina et Louis et l'autre duo Baza, et puis le salon littéraire Bazar littéraire qui ouvre traditionnellement la saison de la CAFPO. Bazar littéraire qui pendant tout le week-end célébrera les éditrices et les éditeurs indépendants de la région et d'ailleurs. Et puis les 24, 25 et 26 septembre, Michel Brun et l'ensemble baroque de Toulouse nous convient, 3 mois après la date initialement prévue, de passer notre bac d'abord. Je vous le dis, ça se bouscule au portillon. On écoute tout de suite un premier morceau. Sakanda ele ye, oh yeah, sakanda
ka songondo aira mama ele yo 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 sankanda me blane kai moanya e mama ele yo 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 telibala le saule kore moanya sankanda ele yo 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 sankanda ele. Bonjour Michel Brun. On vient d'attaquer cette séance que l'on va consacrer à l'édition 2021 du festival Passe ton bac d'abord, avec cet extrait de l'album Lambarena, paru en 1994. Un spectacle que l'on aurait dû voir, que l'on aurait pu voir si Passe ton bac d'abord avait eu lieu juste avant que l'on passe notre bac, c'est-à-dire en juin. Finalement, on n'aura pas lieu. N'empêche que ce morceau est assez emblématique de ces festivals et en est peut-être à l'origine. Oui, tout à fait. Effectivement, alors le fait qu'il y ait eu plusieurs reports, parce que c'est là, à l'heure actuelle, c'est le 3e report du festival, puisque normalement cette édition était prévue pour juin 2020, donc ça a fait que le travail préparatoire qu'on avait fait, l'équipe qu'on avait constituée pour ce projet Lambarena, en particulier avec les musiciens traditionnels africains, s'est dispersé petit à petit et qu'on n'a pas réussi, disons, à le reprogrammer pour ce report là, voilà, de septembre. C'est très dommage parce que c'est, alors je trouve ça super parce que c'est pas mon idée de diffuser cet enregistrement pour commencer l'émission, mais c'est peut-être le disque, un des 2 disques, disons, qui m'a donné envie de créer ce festival. Effectivement, quand je l'ai entendu, donc lors de sa parution, j'ai un ami qui a participé à l'enregistrement, qui chante dans le chœur et qui me l'avait passé, et j'ai été immédiatement, d'une part, bouleversé par ce qu'on entend. Je trouve la musique, le projet et la réalisation extrêmement touchante, et en même temps, ça a semé une espèce de petite graine dans ma tête, puisque pas loin d'une vingtaine d'années, un petit peu moins, plus tard, lorsque j'ai décidé de fonder ce festival Passe ton bac d'abord, c'est en repensant effectivement au fait que Bach était ce musicien qui permettait des associations, des rencontres, un partage entre musiciens, mais auprès du public aussi, absolument unique, vraiment. Voilà, il y a un deuxième, alors plus, on va dire entre guillemets, ringard, mais j'aime beaucoup justement pour le côté un peu désuet, c'est ce que faisait Playback, le groupe Playback, avec le pianiste Jacques Loussier, voilà, qui est décédé là il y a quelques années maintenant, et qui avait adapté Bach en jazz, alors en jazz très classique évidemment, mais avec une assez incroyable inventivité aussi, quoi. Voilà. Et ça, c'est 2 enregistrements qui m'ont vraiment donné envie de faire ce festival. Voilà. Lambarena, on va en finir avec lui. C'est le mix des voix africaines du Gabon et de la musique de Bach, avec la figure de Bach d'un côté et du professeur Schweitzer de l'autre, qui, paraît-il, dans son dispensaire de Lambaréné, écoutait Bach le soir avant de se coucher. Oh ben, il faisait pas que ça. C'est-à-dire, lui, il faudrait en parler, il faudrait une émission entière pour parler de ce bonhomme. C'est quelqu'un d'extraordinaire, parce que c'était, on va dire, un fils de la bonne bourgeoisie alsacienne, donc milieu très aisé, et qui a fait des études de théologie, de philosophie. Il était aussi organiste, très bon organiste. Il avait un niveau, on peut dire, professionnel, d'instrumentiste professionnel, quoi, disons. Et arrivé vers l'âge de 30 ans à peu près, il s'est dit que voilà, il avait reçu tellement de cadeaux de la vie qu'il avait envie de rendre ces cadeaux, et que la manière de rendre ces cadeaux, ça lui est venu un jour en entendant une émission qui disait qu'il y avait un manque énorme de soignants en Afrique. Ça, c'était bien sûr dans la première partie du XXe siècle, même plutôt à la fin du XIXe. Et donc, voilà, il a donc décidé de partir en Afrique, mais simplement, il s'est dit que s'il partait comme ça, avec les mains dans les poches, et ses compétences de musicien, de théologien et de philosophe, il ferait pas grand-chose. Donc, il a entrepris des études de médecine vers 35-40 ans. Il est devenu médecin, et une fois qu'il a été médecin, il est effectivement parti, en rompant avec son milieu social, en se brouillant avec sa famille, etc. Il a fondé donc à Lambaréné, d'où le nom de Lambarena de ce CD, au Gabon, un dispensaire, et il le faisait fonctionner, son dispensaire, enfin il trouvait l'argent en faisant des tournées d'orgue à travers l'Europe et à travers le monde, et avec cet argent, donc il faisait tourner son dispensaire. C'est une histoire absolument inouïe, et c'était, un homme, alors évidemment, on le ridiculise un peu des fois, parce que sur les gravures, on le voit avec son casque colonial et son short de soldat anglais, là, mais il n'empêche qu'il y avait il y a eu un vrai don de sa personne pendant toute la deuxième partie de sa vie pour faire fonctionner voilà. Donc, j'adore cette personnalité, et puis alors en plus, il a donné naissance à ce disque, donc bravo à lui. Ça, c'est involontaire, il était déjà mort. Voilà, donc on va revenir à cette 13e édition de Détour de chant, de Passe ton bac d'abord, sous-titré Bach Monde. On
on en revient là aussi à l'album que l'on vient d'écouter. Est-ce à dire que Bach se marie avec plein de musique du monde? Ah ben c'était ça le pari de cette édition. Lorsque j'ai entrepris donc mes démarches de directeur musical, c'est-à-dire de contacter les musiciens, en réalité ce que je fais chaque année depuis donc 13 ans, comme j'avais envie de remonter ce projet de l'Ambarénas, qui finalement ne se fait pas pour cette édition, mais on sait jamais, hein, après avec Bach on sait jamais. Il rentre par la fenêtre quand on le chasse par la porte, donc voilà, on sait jamais. Mais voilà, je me suis dit que j'aimerais vraiment pousser le bouchon très loin dans la recherche de l'opposé absolu. Voilà, donc cette musique occidentale d'une période très définie, hein, avec des codes précis, etc. Essayez de la définir déjà, cette période. Alors, donc, au point de vue du temps, donc c'est le début du XVIIIe siècle, hein, les années 1700 à 1750. Bach est mort en 1750, et on considère qu'avec lui, c'est la fin de la musique baroque. On va passer après à ce qu'on appelle la musique classique, au sens historique du terme, c'est-à-dire Mozart, etc. Puis après au romantisme, au XIXe siècle. Et donc, cette musique, c'est début XVIIIe siècle. Mais c'est surtout que Bach, il vivait dans un monde qu'on peut à peine imaginer. C'était un monde d'un rétrécissement absolument inouï. C'est-à-dire que c'était cette petite société du centre de l'Allemagne, luthérienne, qui, comment dirais-je, donc la foi, avec la vraie conviction de la foi éventuellement, ou avec tout ce qu'il fallait respecter comme règle qu'émettait, disons, le pouvoir était en même temps religieux et temporel, quoi, disons, voilà, donnait quelque chose d'un peu étroit, quoi, voilà. Et cet homme qui vivait dans ce milieu-là, qui n'a été toute sa vie qu'un employé modeste, qui devait fournir de la musique de manière purement fonctionnelle, mais on ne sait pas pourquoi. Sa musique, et alors en plus sa musique a presque disparu à sa mort, hein. On a arrêté de jouer Bach pendant presque un siècle, hein. C'est un compositeur justement romantique du siècle suivant qui a retrouvé Bach, qui a retrouvé ses passions, par exemple, qui les a rejouées, et donc j'ai envie de dire, ce petit monsieur, voilà, qui était un simple fonctionnaire de province, qui devait écrire sa musique au kilomètre, et ben on s'est aperçu en retrouvant sa musique qu'elle avait quelque chose d'absolument universel, voilà. Donc j'ai voulu pousser le bouchon très loin, et je vous donne un exemple. Je suis allé voir une amie chinoise qui joue donc de la sitar chinoise qui s'appelle le guchen, de la musique traditionnelle chinoise et uniquement chinoise. Alors elle est installée en France depuis un petit moment, mais elle est encore très 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 influencée par sa culture native, puisque elle parle bien français, mais avec un gros accent. J'ai parfois un petit peu de mal à comprendre ce qu'elle dit. Et je lui ai proposé d'adapter Bach à sa sitar chinoise et à sa musique traditionnelle chinoise. Et elle m'a évidemment regardé avec des yeux éberlués. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais pas. Je connais un peu Bach, mais bon, c'est pas mon truc. Puis alors, mon instrument, il est vraiment fait pour ma musique. Bon, tout ça, voilà. Et puis 3 jours après, elle me rappelait, elle me disait, c'est ok, je vais le faire. Voilà. Et ça, c'est pour moi le plus merveilleux dans cette aventure de Passe-ton Bach, c'est que, quels que soient les musiciens, alors il y a un seul musicien sur peut-être, je sais pas, 100 ou plus de 100 à qui j'ai proposé ce défi, un seul, qui était en plus un ami, qui est maintenant décédé malheureusement, mais qui était un ami, et c'est le seul qui m'a dit, écoute, non, je me sens pas à la hauteur, ou ça m'intéresse pas, ou je vois pas trop l'intérêt. Et tous les autres acceptent. C'est pour ça qu'on va entendre donc du Bach joué à la sitar chinoise, mais aussi du Bach joué à 2 cornemuses en kilt, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que la cornemuse, quand même, ça joue 9 notes au maximum, hein. Donc, à 2, ça fait 18, mais enfin, ça, pour Bach, ça fait quand même un peu un défi, quoi. Et puis voilà. Et puis qu'on va entendre du Bach joué par un groupe d'Extrême-Orient, qui s'appelle Japanistan, avec un musicien japonais, un afghan et un iranien. Donc voilà. Et tous ont accepté ce défi d'adapter Bach à leur musique ou d'adapter leur musique à Bach. Et c'est vrai qu'en 12 éditions, on en aurait entendu des morceaux et des musiques de Bach passées à la moulinette. Il y a eu du rock, il y a eu du hard rock, il y a eu du flamenco. Il y a eu du violoncelle avec Eugénie Hirsch il y a quelques années, mais tout à fait. Dans un autre contexte. Enfin, c'est vrai que les propositions que... Il y a eu de la chanson française. Donc, les gars, les filles, vous pouvez vous y coller, si ça vous dit. La 14e édition, c'est en juin. Voilà. La 14e édition, c'est en juin 22. Il y a peut-être un contrat à faire avec Bellefour d'ici la fin de l'émission. C'est vrai que la musique baroque, dans la période Bach de musique baroque, vous le disiez, c'était la première moitié du 18e. C'est vrai que la musique baroque est née quasiment un siècle avant, début du 17e. Et quand vous parliez de l'étroitesse de la société de Bach, c'était pas le cas quand même en Europe. C'est justement le 17e, c'est une vague
d'expansion en Europe. Les marchés américains, sud-américains et nord-américains s'ouvrent aux Européens. Et c'est vrai que, étonnamment, la musique va aussi passer de l'autre côté de l'Atlantique. Absolument. Et on a des expériences baroques dans le nord américain, mais surtout dans le sud américain, et des expériences de fusion qui vont donner plein d'autres musiques à partir du baroque. La danse, la contredanse, par exemple, cette danse très européenne et très française, quand elle arrivera à Cuba par l'intermédiaire des Espagnols, mélangée aux percussions africaines et aux musiques indigènes, donnera le danson, une des musiques populaires Tout à fait. du Cuba d'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette musique baroque, elle s'est exportée Mais finalement c'est-à-dire que de partout. toute façon, la musique baroque à la base, il y a une bonne partie de la musique baroque qui est quand même au départ de la musique de danse. Et donc, c'est vrai que, évidemment, les civilisations européennes et sud-américaines ne sont pas les mêmes, mais enfin, une musique de danse dit quand même d'abord un élément essentiellement rythmique, et ça, je crois que ça passe par-dessus toutes les traditions musicales. Et puis aussi, également, ça veut dire une musique assez facile d'accès. Voilà. Certaines musiques baroques. Bon, la musique de Bach, elle est beaucoup plus complexe que beaucoup. Mais il y a beaucoup de musiques baroques qui sont assez simples. Par exemple, tiens, il y a un concert qu'on va donner, nous, à l'ensemble baroque pendant ce festival, qui s'appelle À la Folie, et qui est basé donc sur ce qu'on appelle les folies d'Espagne. La folie d'Espagne, c'est une danse qui a été importée d'Espagne, en réalité plutôt du Portugal d'ailleurs, enfin en tout cas de la péninsule ibérique, et ça a fait une véritable folie dans l'Europe entière. Tous les compositeurs ont composé des folies d'Espagne, donc c'est une petite mélodie très simple, et évidemment après on se dit que c'est facile de composer dessus. Ça fait, j'aimerais bien avoir un accompagnement de guitare là, mais ça va pas être possible en improvisant. Wampa di tam ta, wampa da da di. Je crois que ça va pas le faire là en direct. Hein. Là on n'a pas répété, hein, donc voilà. Et donc voilà, cette folie d'Espagne, ça a envahi toute l'Europe, et même Jean-Sébastien Bach a donc composé une folie d'Espagne. Voilà. Alors donc ça a été importé là-bas en Amérique du Sud par les jésuites, qui étaient des fois évidemment des prêtres, mais aussi souvent des musiciens, et qui ont apporté cette musique aux habitants de là-bas, qui l'ont mélangée avec leur musique populaire, et ça fait, il y a toute une musique baroque sud-américaine qui est absolument extraordinaire. On appelait ça pour certaines époques de ce baroque-là le baroque noir, parce que joué par des musiciens descendants des premiers esclaves, avec un orgue portatif qui a été mis en œuvre là-bas, et qui permettait à ces musiciens itinérants d'aller apporter cette musique-là dans tous les villages indiens et andins. Absolument, tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une histoire assez passionnante, le baroque, parce que d'abord ça revient au goût du jour depuis ce fameux film qui racontait l'histoire de ce joueur de vie. Tout à fait, Marin Marais, voilà. Tous les matins du monde. Tous les matins du monde. Film formidable d'ailleurs, vraiment. Et c'est vrai que ça a relancé un peu dans le grand public l'intérêt pour le baroque, mais c'est vrai que c'est une musique qui finalement est sans doute le premier exemple de colonialisme musical, d'impérialisme musical. C'est vrai qu'il s'est... J'ai honte. Mais il s'est un peu imposé dans tout le nouveau monde du nord au sud. Tout à fait. Cette musique baroque donc que vous mettez à l'honneur avec ce festival, un des aspects de la musique de Bach et peut-être du baroque, c'est cette latitude laissée à l'improvisation, voilà. Et qu'on retrouve plus après dans les musiques. Absolument, tout à fait. Ça c'est énormément après. C'est-à-dire que je pense qu'évidemment les compositeurs petit à petit ont de plus en plus voulu contrôler la totalité de leur composition, donc ont noté de plus en plus de choses. Mais ce qui est merveilleux dans la musique baroque, c'est que très souvent c'est une sorte de grille, on pourrait dire comme un canevas, disons. Et après il faut broder autour. Et il y a toute une part qui est laissée relativement librement à l'interprète pour ornementer, pour improviser parfois sur des grilles d'accords, et voilà, pour parfois abuser de virtuosité en particulier, parce qu'il y avait des compétitions de virtuoses à l'époque, et donc c'est une musique de très très grande liberté pour les interprètes. Il y a aussi une autre chose qui nous donne une grande liberté, c'est que comme c'est une musique qui n'était pas faite pour passer à la postérité, par exemple on doit, donc je l'ai dit tout à l'heure, le fait de jouer encore du Bach à des hasards vraiment, hein, mais un autre compositeur moins savant, mais très connu aussi de la période baroque, Vivaldi, on doit le fait de le jouer à l'heure actuelle à
complètement un hasard. Sa musique était perdue et il y a eu des travaux dans un collège au fin fond du Piémont italien, donc, et en faisant ces travaux dans une armoire, on a retrouvé un paquet de partitions. Et donc le gars qui a retrouvé ça s'est dit, tiens, il faudrait donc contacter le directeur de la bibliothèque de Turin, c'était près de Turin. Il l'a appelé, le gars est venu, et lui, c'était un musicologue, il a dit, mais c'est du Vivaldi. Et on a retrouvé quasiment toute la musique de Vivaldi par hasard, voilà. Et s'il n'y avait pas eu, si le gars s'était dit, allez hop, ça, on fout ça à la poubelle direct, ou le mettre au feu, on n'aurait jamais joué Vivaldi, voilà. Donc, c'était pas fait pour passer à la postérité. C'était de la musique, donc, comme je disais, fonctionnelle. On écrivait pour la liturgie du dimanche, ou pour un concert, et puis après, les partitions se dispersaient, puis voilà. Et donc, du coup, les compositeurs ne notaient pas d'indications musicales. On a très peu d'indications. Ils notent pas de nuances, ils notent pas de tempo, ils notent pas de caractère et tout ça. Et donc ça, c'est laissé à la libre appréciation et au bon goût des musiciens. Et ça, c'est génial parce que, évidemment, nous, on se sent dans un état de liberté totale. Après, plus ça va aller, et à l'heure actuelle, la musique classique contemporaine, c'est-à-dire des compositeurs entre guillemets sérieux, ils notent tout. Chaque note porte des indications, un accent, un point, un tiret, un machin, un truc, une nuance et tout. Alors que là, c'est comme une espèce de pays vierge. On a la partition écrite et démerdez-vous pour en faire ce que vous voulez. Il y a quelques indications et à partir de là, le musicien laisse libre cours à son imagination. Voilà, chose que l'on pourra voir dans ce passe-ton-bac d'abord parce que le baroque c'est ça, mais le baroque laissé à des musiciens qui ne viennent pas de cet univers-là, effectivement, il s'en empare d'autant plus. On va rappeler simplement le principe de ce passe-ton-bac d'abord qui aura donc lieu le 24, 25 et 26 septembre. Il y a une centaine de concerts qui vont être proposés pendant ces 3 jours, 30 minutes pour chaque concert et qui auront lieu dans une trentaine de lieux à Toulouse. Ça permettra de réinvestir des lieux assez magiques toulousains. Moi, j'ai toujours un faible pour la chapelle des Carmélites. Je peux te dire que t'es pas le seul. Écouter de la musique en regardant le plafond, c'est quand même assez terrible. Cette chapelle-là est magnifique, mais il y a plein d'autres endroits qui, d'ordinaire, sont souvent fermés. On pourra écouter de la musique. Les 3-4 points forts de cette 13e Non, ça je peux pas, c'est moi le programmateur. Donc c'est dur. Non, mais je veux pas faire... évidemment, j'ai quelques coups de cœur. J'ai un coup de cœur pour justement cette musicienne chinoise dont je parlais, pour une jeune flûtiste qui va jouer donc du Bach sur la flûte ancienne et en même temps de la musique archi-contemporaine d'un compositeur italien, sicilien, qui s'appelle Salvatore Sciarrino, qui écrit une musique. Alors il n'y a pas un son de flûte normal, entre guillemets, ça n'est que des bruitages, et il arrive à créer avec ces bruitages autour de la flûte un espèce d'univers complètement délirant, et donc dans le même concert elle va mélanger les deux, voilà. Et puis après nous à l'ensemble baroque, donc on va faire ce concert autour des Folies, mais évidemment peut-être pour moi le top du top de ce programme, c'est la Passion selon Saint Jean, qu'on donnera donc en clôture du festival dimanche en fin d'après-midi à la Halle au Grain. Et voilà, et ça c'est un des chefs-d'œuvre absolus de toute l'histoire de la musique, non seulement de Bach, mais pas seulement. Et ça se passera donc le 26, dimanche 26 à la Halle au Grain. Michel Brun, merci d'être venu nous parler avec fougue de cette 13e édition, et on va se quitter avec la Passion selon Saint Jean de Bach. Donc vous jouerez le 26 avec l'orchestre baroque de Toulouse à la Halle au Grain. Il faudra peut-être revenir pour parler de Schweitzer et puis peut-être pour parler de l'actualité de l'ensemble baroque, puisque en dehors de ce festival, l'ensemble baroque œuvre pendant toute l'année sur ces musiques-là. Tout à fait, avec grand plaisir en tout cas, évidemment. Merci beaucoup Michel Brun, et on écoute tout de suite La Passion selon Saint Jean. Quelques extraits évidemment, on ne va pas écouter tout. Mais parfait. Super. Parfait.
Voilà, on va changer un peu d'univers musical avec nos prochains invités, Bellefour. Bellefour qui demain seront en concert à la médiathèque José Cabanis à partir de 17h. Concert du duo Bellefour, une paire auvergnate qui vient de faire paraître un EP 6 titres en juin dernier, un EP enregistré dans divers endroits de l'Hexagone, mais je suppose aussi que ce EP, on va commencer par parler de ce disque, que ce EP 6 titres est aussi un enfant du confinement. C'est en effet un enfant du confinement, il a commencé bien avant le confinement, mais en tout cas le confinement a permis de le remanier, de créer d'autres titres aussi. Il y a des titres qui n'étaient pas prévus et qui sont arrivés à ce moment-là. Pour nous, c'était une merveilleuse période. Le confinement. Michael Sacchetti, c'est bien la première fois à ce micro qu'on entend parler de cette période comme un heureux. En fait, on a organisé un festival devant chez nous aussi pendant le confinement. On est entre Clermont et Montreuil et on a eu la chance que la ville de Montreuil paie les musiciens pour jouer au balcon. Ah ouais. Et nous, on a continué pendant tout le confinement à organiser un festival. Donc en fait, la musique, elle s'est pas arrêtée pendant le confinement, bien au contraire. Voilà. Lucie Ménard, vous avez l'air étonnée que je dise que c'est bien la première fois qu'on entend des musiciennes dire ça a été une période formidable. Oui, j'avais l'air étonnée parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont habitués à être seuls chez eux. Oui, mais là c'était pas seul chez eux, c'était contraint d'être seul. Oui, c'est vrai, non, mais c'était pas évident pour ceux qui étaient en pleine tournée. Je pense que ça a dû être très dur psychologiquement. Nous, en fait, ça nous a permis de faire stop, on se pose, et en fait, on sortait de... le projet en français, il a démarré en 2018, on a fait les premières parties de Bertrand Cantat, on a fait plein de concerts après, et en même temps, musicalement, on s'est cherché pendant 2 ans, chercher au niveau studio, quoi. Sur scène, il y avait l'énergie, c'était super, mais ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de rencontres aussi, notamment Pascal Imbert, qui a joué avec Cantat et qui a aussi joué avec Sixteen Power, qui est connu mondialement. Et lui, on allait le voir au Pays Basque. Alors, on prenait notre voiture, notre vieille bagnole, on partait au Pays Basque, dans les montagnes, jouer avec lui. Et puis en même temps, on travaillait aussi à côté, donc on a fait plein de choses. Et là, confinement, tout s'arrête. Et du coup, pour nous, ça a été OK, on avait plein de matière et en même temps, une porte ouverte vers les autres grâce à ce concert qu'on a donné devant chez nous et à tous ces musiciens de la rue qu'on ne connaissait pas, qui sont venus se présenter à nous. Et du coup, on a dit, mais allez-y, venez, tous les 2 jours, nous, on pose l'ampli sur notre fenêtre, on a le micro, chacun vient. Donc en fait, à la fois, on était enfermés chez nous, et à la fois, tous les 2 jours, le soir, à 20h, quand les gens applaudissaient, il y avait un concert, les gens, ils étaient tellement heureux. C'était vraiment le bonheur de la musique à l'état pur, quoi. Donc là, avec des musiciens qui sont venus à votre rencontre. Et c'est vrai qu'avec cette période de gestation pour cet album, on se retrouve avec une musique qui est assez sombre, plutôt douce, assez planante, avec un univers très, très, très onirique. Et c'est vrai que c'est par rapport à ce que j'avais écouté, par exemple, en anglais, vous avez complètement changé d'univers. C'est vachement plus tranquille. Autant vous pouviez être rock sur la première partie, donc quand vous écriviez vos textes en anglais qui doit être de 2014 à 2017-2018, autant cette deuxième partie est nettement plus axée sur le folk, sur quelque chose, j'allais dire, de très intériorisé et d'assez onirique et planant. C'est une bonne définition de votre musique, Michael ? Je pense qu'elle est bonne, elle est très bonne et en effet, le fait que, c'est Lucie qui écrit, le fait que le texte soit en français, il y a une intimité qui s'est créée. Et c'est vrai qu'on construit toute la musique autour du texte. C'est-à-dire qu'on part pas de la musique, on part toujours du texte, du thème. Et Lucie, elle avait pas mal de choses enfouies en elle qu'elle avait besoin de sortir. Et c'était pas des choses forcément les plus gaies. Mais vous savez, le film de Maïwenn, Pardonnez-moi. Oui. J'ai ma sœur qui nous a vu en concert, qui a dit « Putain, mais en fait, tu fais trop penser à Maïwenn dans le film. » C'est-à-dire qu'effectivement, par le français, les textes, j'ai trouvé un moyen de dire les choses... Que vous n'arriviez pas à dire avant. Que j'arrivais pas à dire et que beaucoup de gens taisent. Il y a beaucoup de non-dits dans les familles, on se tait, les gens beaucoup de gens, en fait, 80% des gens disent pas ce qu'ils pensent. Et même si c'est très poétique, la manière dont j'écris, certaines personnes, quand je chante des chansons, savent de quoi je parle. Mais du coup, ça a été un vrai moyen
Et c'est vrai que ma famille a fait bon. Très bien. On va peut-être écouter un premier morceau qui est assez symptomatique et assez révélateur de cet album-là. Si la rivière coule, qui est le titre du EP. Qui est le tube. Voilà. Et qui est le tube du EP. C'est pour ça qu'on le passe. Et vous nous raconterez un peu l'histoire de ce morceau, parce que effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, là aussi, il est très symptomatique de ce que vous venez de raconter en disant. Ça me permet de dire des choses que j'avais jamais pu dire avant. Mais on écoute d'abord si la rivière coule, donc du duo Belfour, EP sorti en juin dernier. Avec l'accent, Je m'y suis accroché à ces grillages pires que la tôle pour tenter d'y échapper. Fallait bien que je la console. À la première mêlée, t'es arrivé à mes yeux. À nous deux on transportait tout le désespoir de nos vieux. Les mots coincés dans la gorge, tu me les as tirés un à un. Paraît-il qu'on se forge entre ces murs dès 8h20. Puis les rires sont venus entre les disques qui se rayent. Et ces fameuses disputes, ça fumait dans l'appareil. Si la rivière coule ici, que la rivière coule ici. On n'a pas prévu de berline, même pas besoin de tout ça. S'émerveiller comme gamine, où on se la racontait pas. On rêvait les belles histoires qui font mouiller les mouchoirs. Un road trip à la Thelma. Héloïse sera toi, elles seront toujours plus belles. Si on se les raconte en vrai, ce sera nous les deux rebelles. Et y aura pas de grands regrets. Sortir de cette foutue cuvette qui te donne tant de soucis. On se criera qu'on est bête de s'être dit que c'était fini. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Si les montagnes sont éternelles et que la vie elle nous fait mal, on se pardonnera nos querelles. À comparer, ça vaut que dalle. Qu'un complice à la récré, ça se trouve pas à chaque saison. C'est vrai qu'à force de cliquer, on en perd la direction. On en perd la direction. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Voilà, on vient d'écouter Si la rivière coule, donc extrait du premier EP version texte en français du duo Belfour. Vous nous racontez un peu l'histoire de cette chanson ? Faut-il le dire ? Ah, quand même, ça peut servir de temps en temps. Les gens, je sais pas, il y en a qui pensent que je parle d'une histoire d'amour et il y en a qui pensent que c'est une histoire d'amitié, mais ouais, ça parle d'une histoire d'amitié, mais en fait, l'amitié et l'amour, c'est quand même proche. Et ça parle d'une amitié d'enfance et d'une dispute et qui était comme une séparation, quoi. Ça faisait 20 ans et ça m'a vraiment fait... Ça a duré... Enfin, ça paraît vraiment enfantin de le dire comme ça, mais vraiment, je sais pas si vous êtes déjà engueulé avec quelqu'un que vous aimez fort, un ami, ou... Vraiment, pendant un an et demi, j'étais très très mal et cette chanson, elle est née au moment où on commençait à écrire, enfin, pour le projet en français. Et c'est sorti, quoi. C'est sorti difficilement. C'est sorti après la vision d'un documentaire de Leonard Cohen, Bird on the Wire,
qui est magnifique. Leonard Cohen, un homme tellement magnifique. Et on le suit en tournée. On le suit en tournée, il est là à un moment donné, il sort de scène parce qu'il sent qu'il n'est pas avec les gens, alors il sort de scène et il va se raser, en fait, il a besoin de faire quelque chose qui le ramène à lui dans son corps. Et ça, je peux vraiment le comprendre, ça, qu'il ait fait ça. Et bref, ça m'a mis dans un état je sais pas, en tout cas, c'est sorti d'un coup, ça faisait quelques temps que j'essayais d'écrire. Et ce que vous avez raconté, c'est que chantant ce morceau pour la première fois devant le public, cette amie-là avec qui vous vous étiez engueulé était... Vous avez vu ça où écoutez, je vais pas, on ne divulgue jamais ses sources. Était dans le public et vous êtes tombés l'une l'autre dans les bras. Ouais, c'était trop beau. C'était un des premiers concerts en fait en français. Le premier, enfin le deuxième. Ouais, le deuxième. Enfin, et c'était en première partie de Bertrand Cantat devant 1600 personnes. Et il y avait ma meilleure amie, quoi. Qui était là, et effectivement quand je suis sortie de scène on s'est vu dans la salle et elle a explosé en pleurs et c'était émotion. Ce qui est quand même la couleur de vos textes qui sont très basés sur l'émotion, sur le ressenti, qui vont voir aussi après sur des émotions que peuvent donner la nature, les montagnes, la rivière, les forêts. Il y a tout ça aussi dans vos chansons. J'ai lu encore sur vous que vous étiez une amoureuse des livres de Jim Morrison, notamment d'Alva. C'est vrai que Morrison aussi, mais Jim Harrison. Jim Harrison, ouais. d'Alva qui. J'aime bien Jim Harrison. Oui, mais oui, Jim Harrison et Grands Espaces. Voilà. Écrivain naturaliste, une source d'inspiration, ça, ce style de roman, d'écriture. Ouais, mais Michael, il dit souvent aussi, il dit que dès qu'il y a une femme de plus de 50 ans, soit dans un film ou soit dans un livre, j'adore les belles histoires et je sais pas pourquoi souvent avec des femmes. Même si j'ai bien aimé Céline, que Michael m'a fait découvrir, Voyage au bout de la nuit, où j'étais embarquée par l'écriture de Céline, j'avoue. Mais sinon, j'aime les belles histoires, les grandes histoires, celles qui font un petit peu pleurer, notamment le film The Hours, avec Meryl Streep, Julianne Moore. Et oui, j'étais en fait adolescente, j'étais bercée par les États-Unis, j'écoutais que cette musique-là. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a créé le projet en anglais. Et qu'on était un peu tiraillés entre notre culture anglo-saxonne et en même temps, à un moment donné, on a fait cette rencontre en Airbnb d'un gars qu'on a hébergé chez nous, qui en fait était musicien et qui nous a vus sur scène, et en sortant de scène, qui nous a dit « Écoutez, je vois pas, en fait, entre ce que vous êtes dans votre salon et ce que vous êtes sur scène, il y a un gap, quoi. » Et c'est le piège de beaucoup d'artistes qui des fois, vont sur scène, mais en fait, se rêvent en quelque chose qu'ils ne sont pas. Et moi, c'était le cas. Et c'est lui qui a dit « T'as une douceur, Lucie, dans ta voix. » Et c'est vrai que je pense que je me cachais un petit peu. On se cachait tous les deux, hein. En fait, on est des grands sensibles tous les deux. Même lui, même toi, Mickaël, il a sa manière de jouer de la guitare, il y a une douceur, et moi aussi dans ma voix. Et donc cette personne-là, en fait, nous a révélé vraiment à nous-mêmes et il nous a managé pendant 1 an et demi. Et il vous a incité à passer au français. En fait, Lucie commençait un petit peu à écrire au français, mais c'était vraiment les prémices. Et c'est vrai que lui, il avait une grosse expérience et il lui a montré un petit peu des codes, etc. Il a commencé à écrire pour elle. C'est quelqu'un, Lucie, qui a du caractère, donc elle a vraiment pas aimé. Il y a eu des tensions, mais souvent en musique, quand il y a des tensions, il se passe des choses. Et c'est vrai qu'il a provoqué des choses en nous. C'était quelqu'un. Des fois, il voulait écrire pour nous, il faut dire ce qui est. Mais moi, à un moment donné, en fait, ça me rendait malade. C'était très dur, mais en même temps, on le remerciera. Bon, on se parle plus malheureusement, comme les histoires de manager, mais on le remerciera jamais assez d'avoir été chercher en nous et surtout en Lucie la sincérité qu'elle peut avoir dans ses textes. Et ça, c'est à vie. Et ça, c'est génial, quoi. Et comment on met en musique ? Alors moi, la musique, j'ai plein d'univers, et pareil, ce projet, pour moi, c'était exceptionnel parce que comme je le disais tout à l'heure, je viens de la musique classique à la base. Après, j'ai beaucoup souffert au conservatoire de l'apprentissage de la musique parce que chez moi, on n'écoutait pas de musique, donc c'était une discipline de plus à l'école. C'est bien, je m'entends. Et du coup, j'ai pas aimé forcément la musique classique, mais elle m'a appris la rigueur, et quand même, c'était quelque chose d'important pour moi parce que ça me permettait d'être bien, de passer des moments hyper intenses seul, quoi, parce que je suis fils unique aussi. Et après ça, moi j'ai découvert la musique actuelle, le rock, et ce qui a fait le lien entre tout, c'est le blues et surtout la musique africaine,
parce que j'ai retrouvé en fait tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le côté rythme, le côté nylon, parce que bon, je jouais avec une guitare nylon à l'époque, et le blues, ça m'a permis aussi de mélanger tout ce qu'il y avait dans le rock et dans la musique actuelle. Donc c'était un bon passeport. Et je fais la rencontre de Robert Belfort aux États-Unis, qui est le nom de notre groupe, qui est un bluesman de 60 ans qui m'a complètement bouleversé. Et c'est suite à ça que je suis rentré en France et qu'on a monté le premier projet en anglais. Et donc l'écriture de la musique, à partir de là, c'est quoi? C'est la lecture du texte qui donne? En fait, c'est vraiment... C'est marrant, j'ai jamais de plan de guitare prédéfini. C'est vraiment le texte, la mélodie, on cherche des suites d'accords. Et après, moi, je tourne ça des heures et il y a des choses qui arrivent, quoi, tout simplement. On bosse aussi en studio, vachement. Moi, j'ai une partie producteur, donc il y a aussi un travail de son, de texture, etc. Mais on revient toujours aux guitares-voix pour essayer d'avoir le maximum de... Faut dire qu'il y a une bonne 50aine de versions de chaque titre. Donc, vaut mieux avoir un studio à la maison. Oui. C'est ça, ouais. Non, mais c'est vaut vrai mieux que être confiné. Des fois, on va trop loin dans la prod, après on revient au guitare-voix, et le guitare-voix, le fait d'aller trop loin dans la prod amène des idées dans le guitare-voix. Enfin, c'est un éternel. Bon, je pense qu'en musique classique, c'est souvent pareil. Mais j'ai une question, j'ai le droit. Oui. Et alors, est-ce que dans cette aventure, je trouve ça merveilleux comment vous en parlez, vraiment de ce démarrage, et puis comment après les choses se font, par les rencontres, aussi par nos évolutions personnelles, quoi, voilà. Et est-ce que vous reviendrez à l'anglais? Je pense jamais. Enfin, jamais. Non, ça me va moins bien. Quand même. Jamais, parce que c'est pas notre langue maternelle. Après, on aime bien faire des reprises de choses qui nous ont toujours inspirés. Mais c'est tellement chouette en tout cas, pour la musique, de composer de la musique avec des textes, c'est-à-dire que ça rebondit sur des mots. Quand on est en concert, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que c'est un feedback entre ce que Lucie dit et ce que les gens reçoivent. Et ça... Il n'y a que le texte qui le permet. Et c'est vrai que la plupart du public ne parle pas anglais. Donc il n'y a que le texte en français qui peut le permettre. Ils parlent, mais bon, pas. Surtout en France. Et puis avec le son, enfin bon, bref. Mais l'anglais, c'est le plaisir, c'est à la maison maintenant, quoi. J'avoue, quand je chante de l'anglais, c'est comme quand je me mets dans un bon vieux duvet que je porte. Quand je chante du Narcoen, des fois, on en chante. Florence and the Machine. Ça permet de poser le cerveau à des moments. C'est vrai que le français, en tout cas la musique, faire de la musique pour le français, c'est quand même quelque chose d'assez cérébral. Même de l'écouter. Pourquoi ? Je trouve que le français sonne pas... Enfin, surtout dans ce qu'on fait, on a quand même une culture anglo-saxonne. Donc de mélanger les deux, sans que ça sonne variété ou faux, c'est un gros travail. Et on a vachement bossé avec Lucie le placement des mots. Parce qu'il y a un rythme dans le français qui n'est pas le même dans l'anglais. C'est très compliqué, mais il faut pas oublier la mélodie quand même, parce que c'est important, la mélodie, surtout qu'elle a une super voix. C'est vrai que vous intervenez là dans le cadre d'un festival dédié à la chanson. Vous avez l'impression de faire de la chanson? Et on n'aime pas la chanson. Alors c'est fou. Non, mais on aime la chanson, mais en fait c'est vrai que c'est pas notre culture première, quoi. Bon, ils ont une définition de la chanson assez générale et assez grande dans ce festival. Tout ce qui a parole et musique, c'est chanson. C'est donc vrai. Comme ça, on peut y mettre beaucoup de choses. Et puis les festivals de chansons comme les festivals de jazz, ils sont en train de s'ouvrir comme les festivals de musique classique. Heureusement, c'est bien de mélanger un peu tout ça, quoi. Oui, et donc vous disiez, vous n'étiez pas sur le mode chanson, mais c'est quelque chose dans lequel vous ne vous reconnaissez pas forcément. Pas forcément. Après, il y a des gens qui nous ont vachement inspirés. On pense à quelqu'un qui s'appelle Loïc Lantoine, qui est fabuleux et qui a beaucoup inspiré. Ici, au niveau de la pureté, de la sincérité des textes. Qui a beaucoup inspiré Lucie dans la manière d'écrire. C'est un mec génial. Donc, il y a quelques repères comme ça qui ne sont pas forcément... Bachung aussi. Alain Bachung, Bleu Pétrole, pour moi, c'était... En fait, moi, je sais qu'à deux, c'était juste Alain Bachung, Bleu Pétrole et Noir Désir, des visages des figures. Voilà. Et oui, en plus, cet album... Et Aznavour, quand même, on peut payer. Aznavour, quand même. Aznavour, j'avoue que tu mets un petit Aznavour, là, je chante. Je te fais le show. Si tu te laisses aller, alors là, je pars. Parfait. On a le projet de faire une émission radio en adaptant le concept des karaokés. J'ai ma première invitée. Ça sera assez formidable. Je me posais la question, le duo, c'est un choix délibéré, c'est une nécessité économique, c'est un choix esthétique? Franchement, à la base, c'était quand même... on partage notre vie aussi, donc il y a eu quelque chose d'assez évident. Mais c'est vrai que c'est hyper chouette d'être deux sur scène. Parce que on n'a pas de filet. On peut faire vachement de nuances. Bon, on se connaît par cœur. Il y a un truc vraiment intéressant dans le duo. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment deux caractères complètement... différents, et je pense que ça se sent aussi sur scène. Voilà. Moi, je suis plus introverti, Lucie beaucoup plus expansive. Voilà, donc il y a un truc qui se passe qui est hyper intéressant dans ce projet-là. Après, on ne sait pas, les rencontres, mais c'est vrai que... c'est pas pour l'aspect économique. Non. Depuis quelques années, en plus,
Enfin, les rencontres, nous, on adore ça. On les provoque tout le temps. Et il n'y a pas eu de rencontre de musiciens. Nous, on est des gens, en fait, assez extrêmes dans nos vies, quoi. On aime la pureté, la sincérité, quoi, vraiment. Et ça, on le développe, on le cultive, vraiment être entouré des belles personnes. Et du coup, on n'a pas trouvé de musiciens. Enfin, il y a eu Pascal Imbert, mais ça a été un échange à un moment donné, quoi. Ouais, pour le disque, c'est hyper important. Après, pour la scène, pour l'instant... Ouais. Mais pour vraiment être un groupe, parce que nous deux, en fait, c'est 24-24, quoi. Donc, trouver quelqu'un qui donne la même... On l'a trouvé, la personne, pour l'image, pour le visuel. On avait fait 2 clips sur C'est la rivière qu'on a jetés à la poubelle. Et un jour, on a rencontré cette femme-là, Elisabeth Marc, qui est une réalisatrice parisienne. J'ai vu un court-métrage, j'ai dit, elle doit être sensible. Et je me suis pas trompée. Et on a soulevé des montagnes ensemble, parce que c'est une folle comme nous, quoi. C'est une travailleuse, c'est une acharnée. Et on a fait le premier clip, qui a eu un écho formidable. Et là, on en fait un deuxième. Oui, clip qui sera qui a été retenu pour le Festival des cours de Clermont-Ferrand, et qui sera en compétition l'année prochaine sur l'édition 2022. Oui, toujours. C'est ça. Tout à fait. Clip que l'on peut voir actuellement sur le net. Il y a plein de sites qui se font l'écho. Vous tapez Bellefour sur n'importe quel moteur de recherche et vous tombez immanquablement sur ce clip. On va peut-être presque arrêter cet entretien. On va quand même parler d'une autre de votre actualité. C'est cet album qui regroupe un collectif de musiciens auvergnats autour de la figure de Brassens, le C'est toi. Mais alors pourquoi Brassens? C'est parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle l'Auvergnat. Souvenez-vous, elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en façon. Et donc il y a la coopérative de Mai qui est, si je me souviens bien, une salle de Clermont-Ferrand. C'est la salle de musique actuelle de Clermont. Comme ici le Bikini, qui a été à l'initiative de ce projet de réunir des musiciennes de la scène clermontoise autour donc d'une interprétation de morceaux de Brassens. Vous avez choisi Heureux comme Ulysse, qu'on écoutera en fin d'interview. D'abord, que représente pour vous Brassens? C'était vraiment une commande ou ça correspondait vraiment à quelqu'un qui a été important? Michael? En fait, pas du tout. C'est-à-dire que Brassens, franchement, on a écouté, bien sûr, mais moi, personnellement, c'était pas du tout ma culture, Lucie non plus. Par contre, l'exercice était extraordinaire, et surtout de rentrer dans son univers, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on a maté plein de documentaires, on a vu la vie du mec. Le mec avait un confort il aimait cultiver l'inconfort, c'est quelque chose qui nous parle en musique. Et c'est vrai que ça a été un vrai challenge. On a 3 semaines pour faire le titre. C'était très dur de trouver aussi un morceau qui collait à la voix de Lucie, parce que Lucie, elle a une voix mélodique. Brassens, c'est pas très mélodique. Donc gros exercice, mais par contre c'était passionnant, et je pense que ça a même maintenant sur la suite de notre projet influencé pas mal de choses, quoi. En quoi? Et par rapport à la manière de travailler encore, ce titre-là, on l'a vachement... production notamment. Au niveau de la production, le guitare-voix, on l'a vachement bossé sur ça. Au niveau de la tonalité de la voix. Aussi, on a trouvé une voix. C'est la première fois que Lucie chantait aussi aiguë, et vous allez voir, ça marche très bien. Donc c'était hyper intéressant de reprendre un artiste qui n'est pas du tout dans notre univers. Et puis aussi tes influences orientales, parce que Michael a tourné dans le monde entier avec une chanteuse libanaise. Vous allez voir dans le titre, il y a des violons. On a un peu arabisé. On a arabisé le... C'est pour ça quand Michel parle de baroque, de mélanger les styles, ça nous parle un peu. Brassens, c'était un peu comme reprendre du Bach, quoi. Pour nous, c'était vraiment étranger et c'était hyper intéressant. On se dit, ok, super challenge, quoi. De reprendre du Noir Désir, c'est presque moins intéressant pour nous, quoi. Enfin, c'est trop proche. De base. Ouais. On va écouter peut-être ce morceau. Rappelez simplement l'album. J'ai oublié de noter le titre de l'album, ce qui est quand même pas... L'Auvergnat chante Brassens. Voilà, l'Auvergnat chante Brassens. Qui est écoutable. Et qui est écoutable. En ligne. Voilà. Il est sorti, ouais. Et il est sorti en vinyle, hein, c'est ça? Il est sorti en vinyle, il est en digital sur Internet. Voilà. Et on fait le premier concert, parce qu'il y aura 2 concerts. Un concert à Clermont samedi prochain, le 25... septembre. Non, on est désolé, il n'y a pas Stoneback d'abord à Toulouse. Ouais, on va pas faire ça. Il y a une date à Paris le
Lucie, tu sais. 28 octobre. 28 octobre, voilà. Bon, très bien. Là, il y a encore les trains. On pourra peut-être monter à Paris. Merci en tout cas, Bellefour, d'être passé nous parler de vous. Je rappelle que vous êtes demain à 17h à la médiathèque José Cabanis, donc pour un concert dans le cadre de Détour de chant. On vous garde encore une dizaine de minutes, puisqu'à la fin de l'émission, c'est vous qui terminerez l'émission avec un morceau en live. Mais là, on écoute tout de suite donc Heureux qui comme Ulysse, extrait de cet album qui regroupe combien d'artistes de Clermont? 9 ouais. Consacré donc au répertoire de Brassens. Putain, j'avais du chiffre. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content. Mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté. Quand c'en est fini des malheurs, quand ton ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content. Mon cheval, ma Camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et moi. Voilà, on vient d'écouter la version que Bellefour a fait de Heureux qui comme Ulysse, vieille chanson de Brassens que l'on peut retrouver sur cet album monté à l'initiative de la coopérative de mai, salle de concert de Clermont-Ferrand, et qui regroupe 9 groupes de cette ville-là. Nous, on est à Toulouse et c'est vendredi et on en parlait en début d'émission, il y a plein de choses qui se passent ce week-end à Toulouse, et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a même d'autres que je n'ai pas encore cités. Il est peut-être temps d'en parler juste avant de se quitter. Alors ce soir au Bijou, à partir de 21h30, il y aura Lunacello, chanson imaginaire pour violoncelle, c'est celui d'Eugénie Hirsch, on en parlait tout à l'heure, et pour piano, celui de Mingo Josserand, spectacle absolument poétique. Et c'est vrai que depuis que Eugénie s'est adjoint les services de Mingo Josserand au piano, c'est vrai que ce répertoire a gagné en volume et en intensité. Donc ça, c'est au Bijou à 21h30 ce soir. Au Ravelin également ce soir. Le Ravelin, ce lieu dédié à la musique punk. On se demande toujours comment cet endroit existe encore. Bon, il faut rappeler quand même qu'avant le confinement, ils étaient sous la menace d'une fermeture administrative. D'ailleurs, ça n'a pas été une menace. Ils ont été fermés pendant une semaine. Il y a eu le Covid, heureusement pour eux. Toutes les autres salles étaient fermées. Mais ils
continuent à faire des concerts et ils reprennent les concerts ce soir avec Petit Bureau. Alors ça, Petit Bureau, c'est un duo basse, clavier, 2 chanteuses et c'est absolument réjouissant cette musique-là. Donc ce soir, ça se passe au Ravelin à partir de 20h. Monsieur Tristan sera à l'Engrenage, lui, ce soir à 21h. Deadwood de l'Electro-Blues sera à la place du Canal à Ramonville à 23h dans le cadre du festival de rue de Ramonville. Et puis demain, donc à 17h à la médiathèque José Cabanis, Bellefour, le groupe que vous venez peut-être de découvrir dans Caramel Mou, Bellefour, chantera et jouera ses chansons dans le cadre du festival des Tours de Chant. Moi, je vous dis juste au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec des gens du festival de Manifesto, festival de photos qui est en train d'ouvrir. Le vernissage, c'était à 18h sur la place Saint-Pierre. On parlera de photos la semaine prochaine. Émission réécoutable, évidemment, sur les internets, comme on dit maintenant. Il vous suffit de taper Caramel Mou Campus FM. Et on se quitte donc avec une dernière chanson en acoustique, jouée depuis l'intimité de notre studio Kitchenette campusien, Bellefour. D'un côté, Lucie Mena à la voix, de l'autre, Michael Sacchetti à la guitare. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous depuis Clermont et à demain. À demain, oui, bien sûr. À demain. Voilà, et tout de suite, c'est vous qui fermez l'émission. Après vous, on envoie le générique. Ok. Porter une seule branche, ça semble manche, me faut de ce que l'on pense. Je n'ai pas de certitude, même aimer n'est plus si sûr. Nos rides, c'est l'inquiétude, elle nous dévore le visage. Parce qu'on en sait trop, qu'on en sait trop, qu'on en sait beaucoup trop. Sentir comment ça bouille, les mammifères aux hémisphères. Dans le ventre ça gargouille, les graines que l'on génère. C'est la vie qui nous charge, la peur que l'on décharge. Au bord de la route on les voit, ceux qui restent s'échouent là. On les appelle troubadours, ceux pour qui tout est trop lourd. Ils font le miroir de ce monde quand dehors il pleut des trompes. Parce qu'on en fait trop, qu'on en fait trop, qu'on en fait beaucoup trop. Je compte les heures à laquelle serais-je heureuse. J'ai toujours préféré la veille, le miroir de nos peines. Je me bats contre les nuages comme une femme sans âge. Je démarre les livres par la fin. Si en vrai ce serait pareil, ça éviterait bien des querelles. Des amours un peu trop grands pour des cœurs bien trop étroits. On connaît les dégâts. Parce qu'on en veut trop, qu'on en veut trop, qu'on en veut beaucoup trop. Quand les doutes sont trop forts, alors je regarde au dehors. Ils pensent fort à s'échapper, mais s'éternisent à contempler. Le sommeil est mon refuge, un poison déguisé en plume. On le sait, que ces génies-là ne dorment jamais. La folie seule est une alliée, un moteur à la gaieté. Quand la machine est infernale, les mêmes questions qui nous entravent.
On va pas en rester là parce que quand même on a besoin de 2-3 explications sur ce morceau qui fait pas partie du EP sorti en juin. C'est une exclue. C'est quoi ce morceau ? En fait, on voulait pas jouer ce morceau, mais bon, comme on a parlé de musique classique et de mélange, du coup on s'est dit bah tiens on va faire celui-là. C'est un nouveau morceau en fait qui est inspiré d'un thème de Philip Glass et du film The Hours. Et qu'on a écrit Glass, qu'on aime beaucoup. Récemment, et moi j'ai adapté le thème à la guitare. On l'a même pas enregistré, c'est la première fois qu'on c'est magnifique. On l'entend demain à la médiathèque ? Oui. Peut-être, ouais, si. Ah ben ouais, raison de plus d'aller voir Belfour demain à 17h à la médiathèque José Cabanis. On va faire un peu de pub pour notre réalisateur Paul Benaïm qui non seulement réalise à la perfection les caramels mous hebdomadaires, mais qui également a une émission sur Campus. Ça s'appelle La Brèche, un mardi sur deux à 21h, une émission musicale plutôt éclectique. Le prochain mardi, il n'y aura pas, puisque la première, c'était mardi dernier. Et nous, donc, on se dit la semaine prochaine, même heure, même adresse, profitez du week-end. À partir de demain, il pleut. Salut les filles. Merci beaucoup. Merci à vous.